Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio, Yacine Camadge. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre nouveau rendez-vous, les vraies voix du foot. L'incontournable, et oui, je me répète, émission du mercredi soir, 20h-21h sur Sud Radio et on vous parle football. Exceptionnellement, nous sommes mardi. Voilà, mais normalement c'est le mercredi. Demain vous retrouverez nos amis Guy Carlier, Manu et Philippe David. Et jeudi, n'oubliez pas le But Football Club. Pareil, émission qui parle de foot de 20h à 21h. Content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Je suis toujours accompagné de Yacine Camadge. Salut Maurizio, salut à tous, salut Pierre. Salut. Et Pierre Grégoire. Bonsoir tout le monde. Voilà, je peux vous dire, ils sont en pleine bourre. Je vous l'annonce, c'est clair et net. Voilà, on ne présente plus Maxime à la réalisation, hein, vous le voyez toujours pas, mais il est face à nous. Je suis qu'une bonsoir. C'est lui le vrai patron. Voilà, au sommaire ce soir, il y aura bien sûr nos coups de gueule, nos coups de cœur. On reviendra sur la Ligue 1 avec le fiasco de l'AS Saint-Etienne, Lille qui ne gagne plus, Paris tenu en échec et puis bien sûr ce Lyon OM. On développera tout ça, on fera un petit tour d'Europe avec on parlera de l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre entre autres, et puis on aura un long sujet sur le rôle du capitaine, voilà, avec Marquinhos comme fil conducteur. On y va, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix du foot. Alors on va démarrer avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Une fois n'est pas coutume, je vais démarrer si vous voulez les garçons. Allez, je démarre. Je démarre tout de suite par un coup de cœur parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà, la prestation de Reims. On en reparlera tout à l'heure plus longuement. On aura un invité. Donc la prestation de Reims pour moi c'est exceptionnel le match qu'ils ont fait, mais bon on développera. Et puis surtout, alors j'ai un coup de cœur particulier. Tout le monde sait que je porte pas la Juve dans mon cœur. Ah bon ? Eh oui. Et pourtant, j'ai regardé Juve-Naples et j'ai vu des gens, alors je parlais d'un truc un peu bidon, mais moi qui me tient à cœur vraiment, j'ai vu des supporters napolitains au stade, je crois qu'il s'appelle le Stadio delle Alpi à Turin. Le Juventus Stadium maintenant. Ah maintenant Juventus, tu vois, j'étais même pas au Barça tellement je les porte dans mon cœur, je sais même pas comment s'appelle leur stade. et j'ai vu des gens au milieu du stade, alors pas COP populaire et tout, mais au milieu du stade avec le maillot du Napoli, au milieu des supporters de la Juve. Ça, c'est pas possible à Naples. Et je le déplore. Parce qu'à un moment, je prône les valeurs du foot, du sport. Voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut être... Voilà, moi, je suis... tout le monde a ses idées, mais à un moment, on doit pouvoir aller voir un match de foot dans un stade à l'extérieur, sans se faire agresser. On peut être rivaux, mais tolérant. Et j'ai vu cette belle image et je voulais à tout prix le souligner parce que ça doit être pas la première fois de ma vie, mais presque, que je dis du bien de ce club. Voilà. Et puis, mon coup de gueule, eh ben, c'est bien sûr l'arbitrage Lyon-OM. Voilà. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. La sélection est connue au niveau amateur, mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe parce que là, il y a un très, très, très mauvais... arbitrage. Oui, on en reparlera tout à l'heure, effectivement. Voilà, on en reparlera. Mais pour moi, c'est une catastrophe parce que tout en découle. Parce que maintenant, on est là, on parle de Benassia, tout le monde part à juger tout le monde, mais en fait, s'il n'y a pas cette erreur, voilà, peut-être il n'y a pas l'attitude des uns et des autres. Voilà. Qui enchaîne? Yacine, Pierre. Yacine, je t'en prie. Ouais, c'est gentil, merci. Alors moi, mon coup de cœur, c'est Roberto De Zerbi, pour rester un petit peu sur ce match-là. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, il a tout simplement montré que Marseille ne s'était pas trompé, de casting en tout cas. Il a été à la hauteur de l'événement, en tout cas, si je puis dire, parce que c'est vrai que ça a été un grand événement, cet Olympico. Voilà, j'ai trouvé un Roberto De Zerbi rassurant. Il a pris un gros coup de pression à un moment donné après le carton rouge de Balerdi. Sur Balerdi, dès très tôt dans la rencontre, mais il a pas su, il s'est pas laissé abattre, il s'est pas apitoyé, il a pris quand même ce carton jaune. Je lui mets un 9,5 moi, De Zerbi. Pourquoi le petit demi? Pourquoi la petite demi? Parce que c'est son carton rouge son carton jaune qu'il a pris, tout simplement parce que il était un petit peu pris de pression aussi par rapport à la situation, très tôt dans la rencontre. Mais il a trouvé vraiment les ressources nécessaires, les ingrédients nécessaires pour bien faire en sorte que Marseille puisse retrouver. Mais on en reparlera un peu tard dans la soirée. Et moi, c'est son body language aussi. Faut dire, il a été... on le voit, il
Il est là quand tu es un joueur de l'Olympique de Marseille, que tu lèves la tête, que tu regardes comme ça sur le banc et que tu vois un De Zerbi, voilà, une boule de feu comme ça, eh bien ça te pousse que à courir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Comme quoi Yacine n'est pas buté, parce que la semaine dernière l'OM jouait pas le titre et là il en a plein la bouche. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire que t'es objectif. Non, par contre, si tu as bien suivi ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que Roberto De Zerbi, il fallait lui laisser du temps, il fallait lui donner la confiance. Ça, donc il l'a pris en une semaine. Non, pas du tout. On met en avant ça depuis un moment, en tout cas. Je te taquine. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est reparti. Voilà. Et mon deuxième point, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal qui aussi qui est dans la continuité. Et là aussi, tu peux en témoigner, Maurizio et toi, Pierrot, on en a parlé la semaine dernière. Oui. C'était dans mes coups de cœur de la semaine dernière. Et je pense qu'il sera amené à être dans les coups de cœur assez régulièrement. Voilà, Lamine Yamal qui est incroyable de l'âge de ses 17 ans, vraiment montre le Barça, le Barça sous ses épaules et ce qu'il a proposé aussi à l'Euro avec la Roja à la 16 ans, quoi, c'était énorme. Donc franchement, bravo Lamine Yamal. Est-ce que tu as un poster géant de Lamine Yamal dans ta chambre? Parce que ça fait 15 jours que tu nous en parles. Parce que c'est factuel, je crois. Oui, il avait vu juste au moins sur la prestation qu'il a. Merci de le reconnaître, Pierre. On y viendra sur le Tour d'Europe tout à l'heure, mais Pierre il va faire office d'arbitre. Pour l'instant, ça va. Le débat est calme. Allez. Moi, c'est un coup de gueule un peu chauvin. Il concerne une personne que je remercie d'avoir choisi la France plutôt que l'Angleterre. C'est Michael Olise et sa prestation XXL avec le Bayern Munich ce week-end. Alors, ils se sont baladés à Brême en gagnant 5-0, mais Michael Olise, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Il en est à 4 matchs, 3 buts, 2 passes décisives depuis son arrivée au Bayern Munich. Le Bayern, c'est tout simplement 4 matchs, 4 victoires. Évidemment que c'est pas le seul joueur de l'équipe, mais le nouveau Bayern de Vincent Kompany, moi, me fait peur, dans le bon sens du terme. Il impressionne. De là, retrouver le grand Bayern, on ne sait pas, mais on sait que les années Tuchel ont été un petit peu compliquées, ont un peu marqué le club. Pas de titre majeur l'année dernière, malgré des investissements énormes. Avec la démonstration en parallèle du Bayer Leverkusen qui a donné une vraie leçon football au Bayern. Et ça, le club n'aime pas ça. L'historique meilleur club allemand n'aime pas ça. Et là, coup de chapeau à Michael Olise, encore une fois, qui est à sa 5e grosse saison en pro seulement. Il vient d'Angleterre, comme on le sait, de Crystal Palace. Et s'affirmer aussi vite au milieu d'un mastodonte qui est le Bayern Munich, chapeau à lui. Et je pense que la relève de l'équipe de France, à minima à ce poste, est assurée. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ouais. Alors, j'ai une petite parenthèse. J'ai oublié de vous préciser que Yacine, on sait qu'il est toujours impeccablement habillé. Mais aujourd'hui, il a un beau maillot. Pierre est beaucoup moins bien habillé. Non, justement. Pierre a un beau maillot. Je ne sais pas si les gens nous écoutent et ils peuvent nous regarder sur l'application Sud Radio en direct. Tu as un beau maillot. Ça représente les 3 titres du Napoli, effectivement. Les gens le verront en replay. Bon, on verra que vous êtes aussi beaux, vous aussi tous les deux. Mais ce petit t-shirt, c'est un petit clin d'œil, au titre du Napoli. Bon, ils n'en ont pas gagné souvent. C'est pour taquiner, je taquine aussi. Je te taquine aussi. Pas de souci. Allez, enchaîne. Si j'enchaîne, c'est un deuxième rapide coup de cœur, excusez-moi. Tu abordais, Maurizio, tout à l'heure, la rivalité dans le football. Là, je vous emmène à Buenos Aires pour entre les meilleurs ennemis du monde, si je puis dire, entre Boca Juniors et River Plate. Il y avait le Super Classico ce week-end entre et River Plate, qui a tourné à l'avantage de River, le club entraîné par Marcelo Gallardo, qui est revenu à River après une pige contrastée en Arabie Saoudite. River qui s'est imposé 1-0 sur un but de Lanzini, l'ancien de West Ham. Et ce que je mets en avant, c'est la passion. La Bombonera était encore pleine comme un œuf. Il y a eu des grosses tensions entre joueurs de Boca et supporters de Boca. Il s'avère que Boca Juniors a égalisé en fin de match un but qui a été annulé après 5 minutes de VAR. Litigieux, sur une main encore une fois très litigieuse. Et ça, voilà, Boca Juniors qui fait pas une bonne saison. Ouais. Les supporters s'en sont pris à Sergio Romero, notamment le gardien. Vous verrez les vidéos sur les réseaux ou sur YouTube, vous verrez que c'était encore très chaud. Et moi, ce que je mets en avant, encore une fois, c'est la passion dans un pays qui respire le foot. Boca Juniors, un petit club, je crois, pour Diego Maradona notamment. Oui, voilà, le club de Diego et d'Edinson Cavani. Exactement. Et voilà, c'était vraiment pour la passion qui n'est pas morte partout. Comme quoi, même il faut revenir à ça, il faut revenir à vraiment. Le football, c'est ça. C'est la passion, c'est les enfants, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le sport populaire par définition, parce que voilà, un bébé, tu envoies un ballon par terre, il prend pas le ballon, il fait pas un tir de hand, il fait pas un tir de basket. Je respecte tous les autres sports, mais il tire au pied. Voilà, donc exactement. Le football, faut revenir à ça. C'est un jeu.
C'est Voilà. aussi ça, et Boca C'est important de River, le dire. c'est au moins autant équivalent que Real Barça, Ouais, la rivalité ouais. entre les deux. Et j'enchaîne pour pas trop vous ennuyer Allez. avec mes histoires sur un coup de gueule, alors envers quelqu'un qui est pour moi anti-football, qui est devenu anti-football. C'est un nom qu'on connaît tous, c'est José Mourinho. José Mourinho, l'illustre entraîneur portugais, qui a été recruté cet été à prix d'or par Fenerbahçe en Turquie, à prix d'or au sens propre du terme, 10,5 millions d'euros par an, qui avait été embauché par Fenerbahçe pour retrouver la phase de groupe de Ligue des Champions, qui n'ont pas été disputées depuis 2009. Ça s'est raté contre Lille il y a quelques semaines maintenant. Et ce week-end avait lieu le premier choc grandeur nature pour lui, le derby stambouliote, l'un des nombreux derbys stambouliotes contre le champion en titre Galatasaray. Il a fait une leçon de football. José Mourinho a eu le culot de dire qu'ils avaient dominé. Galatasaray leur ont donné leçon. Je vous recommande le deuxième but 100% napolitain, comme par hasard. J'allais y venir. J'allais dire, donne-nous les buteurs, s'il te plaît. Passe décisive de la poitrine d'Osimhen pour Dries Mertens. Mais voilà, il n'y a pas eu que ça. Mourinho s'est raté. Ils sont déjà à 5 points de Galatasaray, le titre qu'ils n'ont pas gagné depuis 2014. Je pense que si Mourinho atterrit de nouveau dans un top 20 européen, ce dont je doute déjà, je pense que ça ne marchera pas, car Mourinho est un entraîneur dépassé, plutôt axé sur les émotions plutôt que sur la tactique. Et voilà, ça a été un grand entraîneur, mais je pense qu'il envoie du lourd. Hein. Pierre, il y va pas avec le dos de la cuillère. Mais j'ai rien contre lui. Mais c'est vrai qu'on m'avait déjà dit, on en a parlé en off, c'est vrai qu'on m'a dit que Mourinho était dépassé. Moi, j'ai du mal à imaginer Mourinho dépassé, mais c'est vrai que là, il est quand même dans une... Comme quoi. Ouais. Il y a Yacine. C'est une question de choix aussi. Je pense aussi que voilà, t'as parlé aussi de grandes sommes d'argent. C'est un petit peu ce qui reflète un peu les décisions de Mourinho. Quoique avec la Roma, il a quand même un petit peu eu ce sacrifice-là, et d'ailleurs ça a marché. Tu fais bien de le contrebalancer, c'est vrai, mais demander aux supporters de la Roma s'ils ont vraiment pris beaucoup de plaisir. Après, c'est tout le temps le même débat. Après, soit les résultats, voilà. soit le jeu. On peut pas tout avoir. On fera un jour un C'est truc comme tout, on peut pas tout avoir. Et moi, tout à l'heure, parce que Mauricio, j'ai pas parlé de mon coup de gueule. Je sais pas si. Ah oui, merde. Ouais. Du coup, moi, c'était Luis Enrique, tout simplement. Voilà mon coup de gueule. L'entraîneur du Paris Saint-Germain. L'entraîneur du Paris Saint-Germain qui, pour moi, est passé totalement à côté de son match face à Reims. Le système de jeu ne m'a pas forcément choqué parce qu'on connaît le dispositif de Luis Enrique. On sait que c'est un entraîneur qui met toujours quasiment le même système de jeu, mais c'est le choix des hommes qui m'a un peu interpellé, d'avoir mis Zahir Emery dans cette position de latéral droit, d'avoir mis Berardo à gauche. Il aurait été peut-être plus judicieux de mettre Marquinhos à droite, pourquoi pas, et surtout quand tu sais que tu as Nuno Mendes qui était sur le banc, je pense qu'il fallait les faire jouer. J'ai l'impression, et c'est mon sentiment qui est propre, que Luis Enrique a un peu sous-estimé Reims ce jour-là. Ok. Je vois ce que tu veux dire. On en parlera tout à l'heure parce qu'on va débriefer le match. Mais j'ai plein de questions pour toi. J'ai plein de questions pour toi. Restez avec nous sur les vraies voix du foot. On revient pour parler de la Liga avec un supporter de Saint-Etienne, Bruno, qu'on aura au téléphone. À tout de suite. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix du foot. 20h-21h. Tonton Maurizio. Yacine Camadge. Alors, on est de retour sur les vraies voix du foot avec un auditeur. Bruno, est-ce que tu es là ? Est-ce qu'on a Bruno au téléphone ? Oui, il est là. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors Bruno, Bonsoir, supporter de longue date de Saint-Etienne, si j'ai bien compris. Bruno. Est-ce que tu peux nous donner ton avis en premier ? On te laisse t'exprimer sur le fiasco des Verts. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tu es à Saint-Etienne, tu vas au stade régulièrement. Comment c'est vécu ? Comment tu as ressenti ? Comment tu survis à ce fiasco ? Et quand on est supporter depuis des années, on se dit, c'est peut-être une écartade. J'espère qu'on va redresser la barre. Et puis derrière, je pense que on a récupéré des actionnaires qui ont probablement un peu d'argent pour faire des acquisitions, chose qu'on n'a pas fait et pas à bon escient probablement avec les joueurs qu'on a recrutés en début de saison. Ouais. C'est dur aussi parce que financièrement, je pense que on n'a pas pu faire les recrues qu'on voulait. Et je pense que notre nouvel actionnaire avait voulu voir un petit peu comment ça pouvait se passer sur ce début de saison. J'espère qu'on passera la barre et puis qu'on aura, au travers du milieu d'hiver, des recrues meilleures. Ouais. Derrière, si vous voulez parler du match et de la déception dont tout le monde parle, parce que 8-0, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour Saint-Etienne. On n'a pas connu ça
depuis 1951 où Saint-Etienne avait perdu 9-0 contre Bordeaux, mais ça remonte à vieux. Il faut savoir que je suis un soixantenaire. Après, Donc, oui. Non, mais je te coupe, Bruno, 2 secondes, parce que on est tous d'accord que c'est difficile le football. Les cotes, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, ça peut aller vite, quoi. Enfin, il y a un moment, il y a une désorganisation. Moi, je te coupe 2 secondes, mais j'ai vu la fin du match et les Verts n'ont pas abandonné. Il y a quand même eu ils ont continué, quoi. Donc Est-ce que c'est pas plutôt Nice qui a mis le frein? Oui, peut-être aussi. Mais bon, alors, moi, je suis d'accord avec votre collègue. C'est que Nice a levé le pied en deuxième mi-temps. Complètement. Nice a levé le pied en deuxième mi-temps. Et ils en ont mis 2 en deuxième mi-temps. En plus. Et bon, quoi. Donc, 6-0 après 40 minutes de jeu, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Non, mais c'est une faute professionnelle en soi. Hein. Saint-Etienne est physiquement en Ligue 1, voilà, et psychologiquement en Ligue 2. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, en tout cas. On est d'accord. Voilà, ils n'ont pas le niveau. Ils ont montré que tout simplement, ils n'étaient pas à la hauteur du rendez-vous. Ils se doivent de rehausser leur qualité de jeu. Ils n'ont pas le droit d'en prendre 8, surtout quand tu sors d'un match face à Lille où tu as été très costaud et tu as gagné 1-0. Tu ne peux pas te permettre de produire ce genre de résultat. 8-0, c'est vraiment, voilà, supporters stéphanois, vous ne méritez pas ça. Et moi, je pense encore une fois qu'il y a vraiment une réflexion qui doit y avoir en interne et tout le monde doit prendre ses responsabilités au sein de la Saint-Etienne. Yacine, il m'a fait le lien parce que j'allais dire, ça fait suite à la victoire sur Lille. Est-ce que justement, il n'y a pas eu un relâchement? Est-ce qu'ils sont, voilà, Lille battent Lille 1-0 avec le match qu'ils ont fait? Est-ce que c'est pas le contre-coup? Est-ce on peut pas trouver en voulant faire l'avocat de... Si on regarde bien le match de Lille, on gagne à 0, mais bon, c'est pas un match. C'est costaud. Mais c'est costaud. Moi, le match, je suis désolé, contre Nice, j'ai pas l'impression qu'ils aient mouillé le maillot. Ah non, complètement. Non, bien sûr. Ou alors c'est encore plus grave. Bah, tu nous dirais qu'ils ont mouillé le maillot, qu'ils ont fait un super match, Bruno. T'entendrais Mais Pierre, surtout la prestation niçoise, Bruno, la prestation niçoise. Nice jouait et ça passait comme dans du beurre. C'est ça qui m'a étonné le plus. Après, c'est que ça passait comme dans du beurre. Gros problème de défense. Ouais. Gros problème de défense. Moi, je pense, après, je veux pas en vouloir à l'entraîneur parce que il nous a amené quand même en première division. J'allais te demander. À Saint-Etienne, comment il est décrié, il est aimé, il est... Mais c'est le gros problème, c'est que tout de suite, quand il y a une déception, quand il y a un mauvais résultat, on va taper sur l'entraîneur. Pour moi, l'entraîneur, il n'est pas entièrement fautif. Les joueurs ont été à la hauteur. Derrière, il y a peut-être une erreur de casting sur le départ du match, où on aurait peut-être dû être un peu plus solide avec des joueurs qui avaient plus d'expérience. On a fait confiance à des recrues et aujourd'hui le club il n'est pas encore à même de pouvoir assumer un jeu correct avec l'ensemble des recrues qui viennent d'arriver et c'est trop frais. J'allais te demander l'avenir avec Pierre, allait te poser un peu le même genre de questions. L'avenir des Verts. Ce que tu penses de l'avenir, parce que même sans la motivation, un minimum quand même. Je pense que prendre 8-0. Je veux simplement vous dire une chose. On a pris 8-0, c'est une chose. C'est une chose et ça fait mal à tout le monde. On en entend parler et on se fait charrier forcément. Je ne parle pas des Lyonnais particulièrement, hein, mais l'ensemble de la France rigole de ce score ridicule. Et c'est vraiment une grosse déception. À côté de ça, Saint-Etienne a fait vibrer la France pendant des années et des années. Oui, mais ça, c'est un petit peu comme Marseille, à jamais les premiers, avec l'étoile, et ci et ça. Là, je vois ce que tu veux dire, Bruno. Mais à un moment donné, ça, c'est un petit peu se rassurer comme on peut. Moi, je pense que là, il y a vraiment... C'est un discours qui est audible, on peut l'entendre. Mais il est important aussi de voir vers l'avant. La question de Pierre, c'était l'avenir. Dans quel avenir? Pareil pour Marseille, dans quel avenir? Moi, je veux bien entendre, oui, à jamais les premiers pour l'étoile, si Saint-Etienne, la belle époque, les poteaux carrés, oui, ce que vous voulez. Mais là, il faut vraiment se ressaisir. Et je pense, avec tout le respect que j'ai pour toi, franchement, je pense que c'est pas la meilleure solution de ressasser le passé. Et il faut vraiment avancer et se dire qu'est-ce qui ne va pas à Saint-Etienne. Il faut se retrousser les manches. Cette équipe n'a pas eu d'âme et il faut le souligner. Cette équipe n'a pas eu d'âme face à Nice et c'est inadmissible. Les supporters, vous ne méritez pas ça, les supporters. En Ligue 2, vous étiez à guichet fermé. Et c'est même parce que le club de Saint-Etienne, c'est même justement, juste rapidement, c'est même parce que le Saint-Etienne fait partie du patrimoine français. On est d'accord. C'est pas ça qu'on remet en cause. C'est
pas l'histoire. Et Bordeaux aussi, regarde Bordeaux, au même titre que Bordeaux. Excuse-moi, Maxime. Au même titre que Bordeaux, quand Auxerre est descendu, enfin ça avait tout le temps le même effet. Et c'est justement pour ça qu'on n'aime pas les voir comme ça. Vous avez l'auditeur Bruno, a évoqué le mercato cet été. Désolé, il n'est pas bon. Vous allez chercher Youn Delamide qui est en fin de carrière pour ne pas dire plus. Davitashvili qui était même pas, on parlait de Bordeaux. Davitashvili qui était même pas titulaire indiscutable à Bordeaux. Mais il a fait un bel Euro. Ah, ça va alors. Non, mais c'est peut-être les critères de recrutement de la Saint-Etienne. Peut-être. Mikotadze a fait un bon Euro aussi. Mais voilà, Bruno, quand on s'inquiète, comme disait Yacine, pour l'avenir, c'est voilà sur quel pied veut danser Ivan Gazidis. Ivan Gazidis, le nouveau propriétaire de Saint-Etienne, qui était directeur général d'Arsenal de 2008 à 2018 et du Milan AC. De 2008 à 2022, palmarès, effectivement, je pense que à la base, c'était pas une mauvaise idée de le faire venir. Il avait remis les comptes à flot à Milan et voilà, il arrive avec plein d'idées. Seulement, le mercato n'a pas suivi. Et là, j'ai peur que le mal soit plus profond qu'un petit souci mental. Voilà. Bruno, tu comprends, juste 30 secondes, quand je mets en avant le fait que tu es revenir sur le passé, eh bien, tu gagnes pas grand-chose avec ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Bruno. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pas parce qu'on est passé au travers, vraiment, et c'est lamentable pour Saint-Etienne, on est passé au travers d'un match. Derrière, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir des changements, il peut y avoir le coach qui prend des décisions pour faire rentrer des gens qui sont, je dirais, plus expérimentés à jouer entre eux, et progressivement, les nouvelles recrues, elles sont ce qu'elles sont. Peut-être qu'on s'est trompé. Mais si on a un nouveau patron, puisque derrière c'est les finances. Bon, on a non plus pas pu acheter les joueurs qu'on voulait parce que derrière, il y a les droits télé qui font que les clubs ont beaucoup moins de possibilités maintenant. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et ça, moi je dirais wait and see. Donc t'es pas inquiet pour la suite. Tu n'es pas inquiet pour la suite. Bruno, on va pas pouvoir. Vas-y, Bruno. C'est pas sur un match qu'on peut juger une saison. Voilà. T'es confiant pour la suite. On peut pas repartir de bon pied. On peut croire que les Verts vont rebondir et t'es confiant à Saint-Etienne. Vous êtes tous confiants et on peut compter sur vous. Mais moi, je crois en Saint-Etienne et j'ai toujours cru. Je suis un fervent supporter de Saint-Etienne. Ouais, on croit tous aux Verts. Exactement. Et puis si on n'y croit pas, alors à ce moment-là, on regarde un autre. Voilà. On te remercie Bruno. On pourrait parler des heures. C'est vraiment embêtant de faire court comme ça. Merci d'avoir participé. Et puis on va enchaîner avec le Lyon-OM. Il y a des choses à dire. Je voulais rester avec Bruno, mais non, on reviendra après ça. On va passer une petite page de pub et on revient rester avec nous sur les vraies voix du foot pour débriefer sur Lyon-OM et puis le reste de la Ligue 1. Sud Radio, votre attention. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio, Yacine Camadge. On est toujours sur les vraies voix du foot avec Pierre Grégoire et Yacine Camadge. On va débriefer du match Lyon-OM. Yacine. Yes. Alors moi, Lyon-OM, c'est un match quand même qui est je t'attends dessus. Yes. Voilà, tu m'attends dessus. C'est moi qui fais l'arbitre. Je t'inquiète pas, je suis là parce que vraiment le match Lyon Olympique de Marseille restera aussi, je pense, gravé par rapport à tout ce rebondissement, ce scénario incroyable aussi. Dès les premiers instants, on voit un Berardi, ce deuxième carton jaune. Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon coup de cœur, Roberto De Zerbi est à l'origine de cette belle victoire. Certains diront oui, mais Yacine, il y a aussi les joueurs qui ont été grandioses, mais c'est aussi parce que De Zerbi a su trouver les mots justes, a su mettre son système de jeu en application et surtout a fait le choix fort. Il a mis des joueurs qui ont tous été décisifs. Il n'a pas eu peur de sortir les joueurs comme Greenwood, comme lui, qui sont en pleine bourre depuis ce début d'année. Il te fait rentrer des Rowe et Rowe, voilà, je le dis un petit peu avec l'accent, Rowe a été incroyable et a donné la victoire à cette équipe marseillaise. Qu'est-ce que t'en penses, Pierrot ?
Je suis d'accord sur la faculté, déjà sur le côté magique et un peu fou de ce match dont on avait besoin, je pense, même si la Ligue 1 est attractive, on va pas revenir dessus. Mais c'est fort ce qu'a fait De Zerbi. À noter que les 3 buteurs marseillais sortent du banc. Tu as cité Ro, et si même les joueurs un peu placardisés s'y mettent, alors c'est un peu un but improbable, que met Ulysse Garcia le deuxième but et Paul Lirola a égalisé un partout. Ça rejoint, désolé, mais ça rejoint le fait que Marseille doit jouer le titre, même à 10 contre 11 après 5 minutes. Pour moi, ils doivent y aller. Et c'est obligé de faire le contraste avec la piètre, oui, c'est une piètre prestation lyonnaise et le manque de une faute professionnelle, on peut le dire, on dit les termes. Sortir Lacazette, alors je comprends qu'il joue l'Olympiakos cette semaine en Coupe d'Europe, mais sortir Lacazette dans un match comme ça, alors qu'on sentait que Marseille pouvait quand même faire quelque chose. C'est ce qui ressort beaucoup à bataille de coaching, et c'est bataille le coaching de coaching qui ressort, tout à fait. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Parce que De Zerbi, il est italien, mais... C'est vrai. Balerdi a été expulsé à la 5e minute. À la mi-temps, il y a encore 0-0. Donc, on ne peut pas dire que Lyon avait le match en main. Et le pénalty raté, tout à fait, j'allais y venir. Plutôt arrêté par Rouli. Moi, je suis de cette philosophie-là. Ok, mais d'un côté, je ne le trouvais pas hyper bien tiré. Ouais, mais c'est quand même, il fallait faire nécessaire pour aller la chercher. En plus, donc, rendre à César ce qui appartient à César, je pense que Rouli a fait un super barret. Tout à fait. Il y a 1-0 pour Lyon. Alors, on aurait pu penser qu'elle allait s'écrouler, ce qui n'a pas été le cas. Le discours de De Zerbi a sûrement fonctionné. On aurait bien aimé être une petite souris dans à la mi-temps. Mais voilà, il tient son groupe. Roberto De Zerbi tient son groupe. Tout le monde est concerné. Et ils ont marqué un grand coup et rejoignent numériquement le PSG au classement au passage. Donc, la course, c'est à noter qu'il y a 3 équipes maintenant à 13 points en Ligue 1. Voilà. Ça annonce de belles choses avec Monaco. On sait qu'affirmativement, on peut dire que la Ligue 1 est attractive. Ça peut le dire, voilà. C'est acté, c'est vendu. Ça y est. Non, pas d'emballement, je suis toujours dans la mesure. Scepticisme. Je suis toujours dans la mesure. Et pour compléter ce que tu dis, l'Olympique Lyonnais, on le sentait à la mi-temps lorsque Lacazette, malheureusement, voit son pénalty arrêté par Rouli. On sentait vraiment que le coach était là, quoi. C'est-à-dire, il y a eu un truc qui s'est passé. Et ce qu'il faut savoir, malheureusement, dans ce milieu-là, c'est que dans le football, c'est que plus le temps passe, plus c'est en ta défaveur quand tu es en supériorité numérique. Et là, on voyait que ça, il y avait une odeur. Une odeur. Voilà, il y avait une odeur. C'est mental, visible par tous les amoureux de football. Oui. Je pense que tout le monde qui a regardé le match a apprécié. L'OL égalise dans les arrêts de jeu déjà. C'est quand même assez fou que Cherki marque son but à la 93, je crois, et que Marseille arrive à marquer plus tard avec une cagade absolue de Lucas une frappe. Ça rejoint notre énoncé qu'on a fait tout à l'heure, c'est la joie, c'est le sport, c'est notre sport. Oui, c'est l'émotion. On vibre football, c'est peut-être pour l'instant, c'est sûrement le plus beau match qu'on ait vu. En tous les cas, le plus beau scénario, on a assisté à un truc de fou. Merci aux deux équipes, parce qu'il faut être deux pour obtenir ça. Merci aux deux équipes. Voilà, bravo aux Marseillais, mais les Lyonnais, on fait ce qu'ils ont pu. Puis bon, le dénouement, il aurait pu être dans l'autre sens. C'était un match attendu, parce que Lyon, Marseille est dans le dur, pas que cette année, et Marseille devait prouver. Là, à 10 contre 11, c'est d'autant plus fort. Voilà. Et sur le côté attractif, on est ça plus souvent. Ils m'ont donné raison. Voilà. Journée de championnat qui a au passage offert 36 buts. C'est quand même assez costaud. C'est 6 de plus que l'Angleterre. Après, c'est Nice qui a beaucoup aidé aussi. Tout à fait. Merci aux Niçois. Mais aux Stéphanois aussi, du coup. Mais effectivement, Nice a beaucoup contribué à ça. Mais il y a eu des buts un peu partout et du spectacle un peu partout ce week-end. On va continuer sur la Ligue 1. Tu me fais le lien. Si tu me permets, Maurizio, je reste toujours dans ma position que Marseille doit quand même continuer à viser la Ligue des Champions et surtout doit faire entièrement confiance à De Zerbi, parce que De Zerbi aujourd'hui, on l'a vu encore avec ce match, a montré qu'il fallait vraiment lui faire confiance. Voilà. Donc on va enchaîner. On a Thomas. On va enchaîner avec le PSG qui a été faire un match nul à Reims. Et on a Thomas, supporter de Reims. Est-ce que tu es là, Thomas ? Oui, salut Tonton Maurizio, salut Yacine, salut tout le monde. Salut Thomas. Salut Thomas. Alors je crois que tu étais au stade, on peut le dire, on peut te balancer. Tu étais au stade lors de tous les matchs, tu es un supporter, tu es un inconditionnel de Reims. Oui, c'est ça, j'étais au stade comme souvent lorsque Reims joue. Je loupe pas énormément de matchs, c'est vrai. Alors raconte-nous de l'intérieur. Alors belle soirée, beau match. Ouais, écoute, c'est un très bon point, on va pas se mentir, même si Reims est devenu une équipe un peu plus ambitieuse que ces dernières années, ça reste toujours une bonne opération de jouer le Paris Saint-Germain et de pas repartir avec la défaite. Donc oui, c'est un bon point, ça vient confirmer un plutôt très bon début de saison, je dirais. Et moi, je suis plutôt content de ce que j'ai vu sur le terrain, on va peut-être en parler plus en détail. J'ai entendu pas mal de commentaires assez négatifs par rapport au fait que Reims aurait mis le bus, aurait passé le match à défendre. Oui, mais ça, on y aura toujours droit.
Oui, je comprends. C'est vrai que sur le papier, il y a eu, je crois que c'est assez pharaonique, il y a eu 78% de possession pour Paris. Ouais. C'est vrai que c'est peu commun en Ligue 1 de tels écarts, mais faut comprendre que Reims, on ouvre le score dans les 10 premières minutes, on n'a pas le choix en fait de jouer comme ça. Mais là, tu prêches des convaincus, je pense. Tu sais, je dis toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais voilà, à la fin du bal, il y a 1-1. Dans quelques années, quand on parlera de ce match, on dira, bah oui, ils avaient tenu en échec le PSG, on se rappellera pas de quelle façon. Tu vois, à un moment, même si on est pour le Hourra Football, à un moment, tu joues le PSG, tu obtiens 1-1, on peut pas non plus vous faire. Surtout qu'il a obtenu le nul à Marseille. Je pense que ça arrivera pas à beaucoup d'équipes de faire nul contre Paris et nul contre Marseille cette saison. Voilà. Vas-y, on t'a coupé, Thomas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, alors, c'est vrai, on a laissé la balle à Paris, on leur a laissé la possession, mais finalement, si on regarde ce qu'on fait, c'est une possession assez stérile, j'ai envie de dire, puisque on regarde les stats, je crois que Paris fait 11, Reims en 8, donc pratiquement autant, et finalement, les deux équipes ont à peu près le même nombre de grosses occasions. Paris, on n'a pas eu beaucoup. Et pour être honnête, c'est peut-être mon point de vue en tant que supporter qui était au stade, mais j'ai jamais vraiment eu l'impression que Paris était en mesure de revenir dans le match. Ouais. Après, vous avez un petit avantage, c'est que Paris a joué en Coupe d'Europe. Et voilà, physiquement, voilà, on peut mettre ça dans la balance. Vas-y. Il y a ça, puis même tactiquement, en fait, si on entre un petit peu dans les détails, le fait que Paris ait joué, donc c'était 3 jours plus tôt, 3-4 jours plus tôt, au bout d'un moment, ils ont été obligés aussi de faire reposer Nuno Mendes, de faire reposer Hakimi. Voilà, ça rentre en ligne de compte, ça, on peut pas bafouer ça. C'est ça, ils peuvent pas enchaîner 38 matchs d'affilée avec en plus la Coupe d'Europe. Et l'avantage pour nous, c'est que Paris, derrière, n'a pas recruté cet été. Paris n'avait pas de latéraux de substitution. Ils ont été obligés de se retrouver avec un système à 3 défenseurs. Aix n'était pas à l'aise. Tu avais Beraldo qui jouait donc en une sorte de faux latéral gauche. À droite, on ne sait pas trop si c'était Zaïre Emery, Marquinhos. Et devant, nous, on a des joueurs très rapides avec Keito Nakamura et surtout Ito, qui en fait se sont régalés tout le match. Ito surtout sur Beraldo qui s'est amusé avec lui, j'ai envie de dire, je vais peut-être pas aller jusque là. C'est fort, Thomas, ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as dit tu étais au stade et que tu as vu tout simplement, jamais à un moment tu as vu le PSG pouvoir faire, en tout cas pas revenir, mais pouvoir faire dangereux. Ça, c'est très fort. C'est un témoignage très fort, je trouve, parce que c'est vraiment pas ce qui est prévu dans le programme Paris Saint-Germain. N'oublions pas aussi que Reims, toi qui suis assidûment Reims, pose souvent des difficultés aux grosses équipes. Et il pose souvent des difficultés au Paris Saint-Germain. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de mon coup de gueule par rapport à Luis Enrique. Ça rejoint complètement ce que tu dis, le fait d'avoir mis Beraldo à gauche et dans la continuité de ce qu'il met un peu depuis le début. Mais c'est surtout Zaïre Emery à droite. Zaïre Emery à droite, je me souviens que ce positionnement-là, c'est le positionnement qu'il a eu lorsque Hakimi était parti à la CAN. Et alors qu'ils avaient muqué. Et moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que Zaïre Emery, si vous regardez bien, il est plus bon, plus à la hauteur depuis janvier, depuis la CAN, depuis le départ d'Hakimi. Et c'est ce qui fait que ça m'a extrêmement étonné, le choix d'homme de mettre Hakimi, de mettre Zaïre Emery sur ce poste-là. Et merci Marc, parce que je suis très souvent dur avec lui, mais sur le coup, il a fait un travail pour 3. On en parlera tout à l'heure dans le sujet du capitaine Marquinhos, mais la suite, on va pas rester trop longtemps avec toi, Thomas, malheureusement, on est toujours pris par le temps. La suite pour Reims, les objectifs pour Reims cette année, est-ce que tu peux nous dire de l'intérieur, ça vise quoi? Écoute, Reims, c'est une équipe qui, depuis plusieurs années, à chaque mercato, fait une plus-value, vend plutôt très bien. On l'a dans le meilleur symbole, c'est Ekitike qui part à Paris pour 36 millions, mais il y a eu d'autres gros transferts. Il y a eu Woodface, il y a eu Bouladia, il y a eu Dissassi, tout ça, c'est des joueurs qui sont très bien vendus. Mathieu Ziwa, oui, plus récemment. Et ça fait, non, mais ça fait un peu moins de 10 ans depuis que Reims est monté en Ligue 1 qu'on vend très bien. Et là, pour la première fois, donc c'était pas ce mercato, mais celui de l'année dernière, enfin, on a décidé à recruter. On a posé 50 millions sur la table. Il faut comprendre, pour un club comme Reims, c'est énorme, 50 millions, avec 17 millions qui sont mis sur Darami, 12 sur Nakamura. Donc, enfin, on est devenu un club ambitieux. Vous avez fait ce que Brest n'a pas fait. Vous avez fait ce que Brest n'a pas fait. En fait, si on se rappelle,
l'année dernière, on démarre très très bien la saison. Je crois qu'à mi-novembre, on est dans le top 5. Derrière, il y a, vous vous rappelez sans doute, toute la saga Will Steele. Ça a duré un petit peu toute la saison. Il y avait aussi la CAN, la Coupe d'Asie, il y a eu beaucoup de blessés. Donc finalement, la deuxième partie de saison est plus compliquée. Et là, je pense que cette année, enfin, on a l'équipe ambitieuse qu'on aurait déjà dû avoir l'année dernière. Et très sincèrement, je pense que Reims est candidat, je le dis, à l'Europe. Voilà. Bah, je le dis parce que c'est la tendance en ce moment, viser le titre. Donc merci. Vise le titre, ok. Merci Thomas, merci. On est super content d'avoir eu un Rémois enthousiaste et tu nous as envoyé des bonnes ondes. Merci à toi. On est obligé de passer au sujet suivant. Enfin, on va débriefer sur Lille. On te remercie Thomas et à très bientôt. Merci à vous. Merci de ton enthousiasme, allez Reims. On enchaîne tout de suite avec le match, voilà, Lille. On devait faire un petit... Voilà. On revient sur le match de Lille qui ne gagne plus. Qui ne gagne plus. Alors, je crois qu'on n'est pas d'accord sur le thème de crise avec Yacine. Moi, je veux bien l'employer. Je veux encore être arbitre. Lille, c'est pas très bon en ce moment. Lille, le moral n'est pas au top. Et pas seulement à cause des déclarations un peu cash d'Olivier Létang, qui avait qualifié de honteux les attitudes. J'allais vous demander. Ce bon vieux Olivier Létang. Ouais. Ce week-end, ils menaient 2-0 assez rapidement contre Strasbourg à domicile. Ils se sont fait remonter au point d'être derrière au score 3-2. 2-3. Tout à fait, d'être menés de 2-3. Et un pénalty qui avait pénalty mais qui était évitable. Et ils ont arraché le nul 3-3. 5e match d'affilée sans victoire, toute compétition confondue. À Lisbonne, ils n'avaient pas vu le jour. On en a parlé la semaine dernière. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la dynamique. Là, on vient de parler de Saint-Etienne juste avant, en termes de dynamique et de futur. J'ai du mal à voir ce qui va se passer à Lille. Ils ont un très bon gardien, ça, au moins quelque chose. Chose de... Seulement, Jonathan David, ça fait plusieurs étés qu'il veut partir, qu'il est toujours là. Est-ce qu'il est vraiment toujours investi? Est-ce qu'Edon Zegrova, qui a mis 2 buts ce week-end et qui n'a pas mis que 2 cette année, et qui est très bon en soi, mais est-ce qu'il se voit pas un peu trop beau? J'en ai peur. J'allais y venir. Dans les attitudes. Les joueurs, Yacine, les joueurs sont-ils surcotés? Oh, à Lille? Ouais. Ah, c'est une bonne question. T'as souvent des bonnes questions comme ça, je te cache pas, mais non, est-ce que il ne faut pas oublier que Lille est européen. Il ne faut pas oublier que Lille a quand même cette défaite de Fenerbahçe. On en parlait tout à l'heure avec Mourinho. Il ne faut pas oublier que Lille, ils sont européens, donc ils sont un petit peu surcotés. Je ne dirais pas surcotés par rapport à ce qu'ils disaient par rapport à la crise. Peut-être une mini-crise, mais je ne dirais pas crise. C'est encore prématuré. Je pense que 5 matchs, c'est encore trop tôt. Un peu tôt. Après, c'est vrai que c'est dans une mauvaise continuité. La fée en Portugal face au Sporting reste encore gravée dans les têtes, ça j'en suis convaincu. Maintenant, à eux de trouver les arguments nécessaires, de trouver la recette nécessaire pour retrouver le chemin de la victoire. Et par rapport à ce que disait sur Olivier Létang, il devrait plus s'occuper de son équipe dans le domaine sportif que dans le domaine extrasportif. Donc c'est un peu, je pense... À un moment, quand on est dépassé, peut-être que c'est une façon de sauver un petit peu. Ça va être le rôle ô combien compliqué de Bruno Genesio, qui était le choix, qui est l'entraîneur de Lille. Donc, il faut dire les termes. Il faut laisser sa chance au produit. Lâche-toi. Non, mais c'est dans le sens où il faut. Non, quand je dis il faut dire les termes, c'est l'étang. On doit dire les termes. Il ne doit pas, comme tu peux penser, Maurizio, essayer de faire en sorte de passer par l'aspect un peu médiatique pour donner des messages. Il faut dire les termes. Tu as quelque chose à dire, tu le dis. Tu vas pas voir Pierre-Paul Jacques, dis les termes à tes joueurs. C'est eux qui sont sur le terrain. C'est l'entraîneur. Et il faut dire tous ceux qui tergiversent, en général, ça marche pas. C'est vrai, et c'est ce qu'il avait fait. Justement, après, c'était déjà une défaite un peu surprenante. Saint-Etienne, on vient d'en parler, qui n'était pas dans la forme de leur vie. Et voilà, moi, je suis juste un petit peu inquiet, alors que j'étais assez positif au début de saison. Tu as raison, ils ont sorti Lille, qualification déjà compliquée face au Slavia Prague, et qui a été le début d'ailleurs de leur série de matchs sans victoire. Et là, ce week-end, après le 2-0 contre Strasbourg, ils n'ont pas montré des signes très encourageants, et on sait que la Ligue 1, c'est physique, c'est compliqué. Enchaîner les efforts, plus la Coupe d'Europe. J'ai peur que Lille fasse une saison un peu quelconque. On les attendait en haut du tableau et finalement... Tout à fait. Et puis des joueurs un petit peu... Benjamin André qui a une immense carrière en termes de Ligue 1. Excellent joueur. Lui, par contre, Maurizio, pour ta question, excuse-moi. Non, je t'en prie. C'est juste ta question par rapport au côté sous-côté. Moi, je pense que André, il est vraiment, vraiment sous-côté. André, c'est un sous-côté du football. Il méritait beaucoup, rien à voir avec mieux. Les chaussures. Je pense pas qu'il soit de la même famille, mais peut-être. Okay. Mais en tout cas, André, peut-être un peu un abattage fabuleux. On compte sur lui aussi pour redorer
remonter ses troupes. Voilà. Et puis on reviendra sur Lille. Voilà. On va passer une page de pub et on reviendra sur le rôle du capitaine. Restez avec nous dans les vraies voix. Sud Radio. Les vraies voix du foot. 20h-21h. Tonton Maurizio. Yacine Kamadj. Vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot avec Pierre et Yacine. On va parler d'un truc qui me tient à cœur, moi, encore une fois, c'est le rôle de capitaine. Alors, j'ai Marquinhos en point de mire. Est-ce que c'est l'actuel capitaine du PSG? Est-il vraiment le taulier de l'équipe? Mais je voulais d'abord vous poser une question. Pas la définition, mais dis-moi, un capitaine référent. Pour toi. Un capitaine référent, pour moi, c'est le gars qui arrive à la fois à faire passer des messages, c'est-à-dire être les mots que l'entraîneur ne pourrait pas dire à ses joueurs, le capitaine, lui, doit avoir la possibilité de le dire. Et donne-nous un nom. Alors, un nom, pourquoi pas? Je pense, pourquoi pas, à Gennaro Gattuso, tiens, pour être en Italie, ça peut être pas mal. Il est à la fois discipliné, il est à la fois respecté, et il a aussi cette aura où il peut se permettre de dire les termes. Et c'est pourquoi je vous parlais vrai. Comme on est rouge et noir en plus. Et en plus, c'est vrai, rouge et noir, AC Milan. Bon, il y a peut-être un intrus. Mais en tout cas, oui, Gattuso, je pense que c'est, pour moi, le modèle. Après, par rapport à ta question sur Marquinhos, je l'ai totalement perdu lors de la remontada face au Barça. Depuis cette remontada au Barça, Marquinhos n'est plus le capitaine, le leader du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, je sais, c'est ma pensée. Après, il n'était pas, c'est pas le seul capitaine d'ailleurs lors de la remontada. Je pense que Thiago Silva était encore là. Non mais en termes de leadership qu'il a vécu, en fait, qu'il a vécu ce moment-là, c'était Thiago Silva encore. Non, mais Thiago Silva aussi avait perdu ce leadership derrière. En fait, moi, je suis de ceux qui pensent que toutes les personnes qui ont vécu la remontada doivent quitter le club. Nasser dans la dentelle. Nasser El Khelaifi compris. D'accord. Tous aller à l'OM. On va passer à toi, ton capitaine référent. Mon capitaine référent, il doit remplir les cases qu'ont dit Yacine. Sur cela, je pense qu'on peut se rejoindre. Mais moi, je rajouterais les notions d'humilité, de sens d'équipe, sens collectif. Ça doit être un peu le chef de bande d'une équipe. Ouais. Et alors, on n'en avait pas du tout parlé avant. Yacine a parlé de Gattuso. Pour moi, le capitaine par excellence, c'est Javier Zanetti. Javier Zanetti, la fidélité. La fidélité, exact. Javier Zanetti, c'est très rapidement, il est arrivé à l'Inter en 1995. Totti aussi. Il y avait une petite liste, mais Javier Zanetti, pour ce qu'il dégage, arrivé en 95 à l'Inter, lorsqu'il arrive en conf de presse, il arrive avec un sac plastique dans lequel il y a ses crampons et personne ne le connaît. Il est resté 19 ans au club. Il a hérité du brassard en 99 lorsque Bergomi, une ancienne légende de l'Inter aussi, qui avait fait toute sa carrière là-bas, il hérite du brassard à ce moment-là. Il n'a pas gagné tant de titres que ça, titre de champion d'Italie, je parle. Il fait juste un petit triplé en 2010, Javier Zanetti, avec vraiment pas grand-chose, entouré de gigastars. Et moi, ce que je demande aussi à un capitaine, c'est justement de ne pas être le meilleur joueur de l'équipe. Alors ça c'est une autre question. Un autre débat, parce que évidemment l'exemple c'est Messi et Ronaldo avec le Portugal par exemple. Mais pour moi, Javier Zanetti, c'est ça, vraiment la grande classe, pas un mot plus que l'autre, et justement cette capacité à recadrer les meilleurs joueurs de l'équipe. Il a évolué avec Schneider, il a évolué avec Ronaldo le Brésilien, il a évolué avec beaucoup de gens, et cette longévité dont tu as parlé, fidélité, longévité, pas un mot plus haut que l'autre, pas une histoire personnelle, privée. Pour alimenter ton choix, le jour de son mariage, il a été faire un footing. Ah bah Qu'est-ce que je disais? C'est la conscience professionnelle. C'est la grande classe. Est-ce que ça existe? C'est la grande classe. Ces capitaines-là. J'ai peur que ça n'existe plus trop. J'allais y venir. J'allais vous poser une petite question. C'est la grande classe. Il a vu passer plein d'entraîneurs qui lui ont toujours fait confiance. Il a toujours joué. Il s'est arrêté quand il pouvait plus, mais il a arrêté très tard. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est vice-président de l'Inter, ce qui prouve à quel point on lui rend bien ce côté. Homme un peu de l'ombre, c'est un défenseur, Zanetti, à l'origine, défenseur milieu, légende argentine, et voilà, il a représenté, incarné l'Inter. Je pense que les gens de ma génération, Zanetti, c'est tout de suite Inter Milan. Voilà, pour moi, c'est une légende absolue. Et tu faisais le lien avec aujourd'hui, est-ce qu'il en existe? Moi, je trouve pas. Malheureusement, il y a un petit fossé générationnel. Gattuso, on écoutera ton capitaine plus tard. Gattuso, Javier Zanetti, j'avais Totti, même Baresi, parce qu'on pourrait essayer dans l'Italie, Baresi, Steven Gerrard, tout ça. Tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup italien. C'est très italien. Parce que c'est un rôle de pédagogique. Bon, après, il y a beaucoup de pays contre la pédagogie et c'est pas le sujet, mais c'est un rôle de meneur, c'est un rôle de grande gueule. Il faut être le porte-parole du coach. Il faut, comme tu disais en préambule, il faut emmener
toi, sur le terrain, tu dois agir. C'est pour ça que je suis contre le gardien, parce qu'il y a une faute de l'autre côté du terrain. Le capitaine, c'est son rôle. Faut donner les infos aux gens. Que le capitaine, c'est celui qui a le droit de communiquer avec l'arbitre, celui qui a le droit d'intervenir, celui qui doit remotiver ses troupes. C'est vraiment un rôle. Et il y en a un, avant de donner moi, vous connaissez un peu mon choix, mais avant de donner un, c'était Puyol. Parce que Puyol, on parle de l'amour du foot, des enfants, de tout ce que ça rapporte le football. Et c'était Carlos Puyol. Carles. Voilà, je savais que je faisais une connerie. Voilà, Puyol, au Barça, pour moi, c'est... Il y a des supporters qui jettent un briquet à un moment dans un match. Ils ramassent le briquet. Il y a un joueur qui veut porter le pelle, lui, il ramasse le briquet. Allez, on joue. Il joue au football. Quand ça s'embrouille, il intervient. Tu vois, et il avait surtout cette belle image avec Abidal. Il gagne la Ligue des Champions et au lieu de se tirer la couverture à lui, il enlève son brassard, il va chercher Abidal qui avait essuyé qui revenait d'une grosse maladie et il fait soulever la coupe par Abidal. Donc c'est ça la définition. C'est l'altruisme aussi. C'est le jeu, c'est le sport, c'est l'esprit du jeu. Prendre une balle pour son collègue, c'est tout. Après, est-ce qu'il faut être le meilleur? Moi, c'est vrai que je pense bien sûr, c'est Diego Maradona. Et donc là, il n'y a pas photo. Tu vois, c'était le terrain et c'est sûr que à un moment, tu as Diego Maradona dans ton équipe ou Zidane. Voilà, à un moment, c'est quand même le meilleur et donc ça lui donne quand même du crédit parce que tu sais pas faire ce qu'il sait faire. Si en plus il a les qualités qu'on vient d'évoquer, humaines, tu vois qu'il est... Parce qu'à un moment, tu peux pas parler à tous les joueurs de la même façon. Après, il y a l'exemplarité aussi. Super intelligent. L'exemplarité, ça joue beaucoup. Diego, il a quand même... Voilà, c'est vrai que c'est un grand capitaine, mais c'est vrai qu'en termes d'exemplarité, c'est peut-être un peu plus fantasque que les joueurs qu'on a. Je sais pas c'est une bonne folie, je pense. La folie, c'est le Diego Maradona, on va se dire sur le personnage. Non, mais c'est surtout voilà. Dans son rôle de capitaine, en tous les cas, il a prouvé que c'est le capitaine. Je t'ai coupé, Pierrot. Non, mais il n'y a pas de souci. J'ai évoqué Zanetti, tu as évoqué Carles Puyol, Yacine a évoqué Totti, j'ai évoqué Gerrard. Ce sont des gens qui ont fait vraiment plus de 15 ans dans leur club. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus ça. Lampard aussi, qui a fait longtemps, et John Terry, qui était formé à Chelsea, qui a fini là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus ce genre de choses, malheureusement, maintenant. C'est compliqué de rester maintenant 15 ans dans un club. On m'a soufflé Marc Planus. C'est Marc Planus, mais bien sûr. J'y suis pour rien. International. Oui, Marc Planus, bel exemple. Mais voilà, aujourd'hui, alors on a fini l'ère Ramos, Sergio Ramos, je pense qu'il a quand même resté dans cette catégorie de capitaine exemplaire. Seulement, voilà, maintenant, moi j'ai évoqué Javier Zanetti. C'est qui le capitaine de l'Inter? Est-ce que vous savez qui est le capitaine de l'Inter? Capitaine de l'Inter, là, à l'heure actuelle? Ouais. Alors là, tu me poses une balle. Ah là là. Je te dirais Di Lorenzo, c'est plus bas. C'est plus bas. De l'Inter. Hein. De l'Inter. C'est Lautaro Martinez. Martinez, qui est pas mauvais non plus, loin de là. Hein. Mais je veux dire que voilà. Mais quand tu le donnes à Lautaro, tu peux le donner à Thuram. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ça rejoint ce que tu dis. Ça rejoint effectivement ce que tu dis sur le côté aura. Alors je doute pas que Lautaro Martinez serait prêt à donner, un cadeau à un ami ou quoi. Mais je pense que on n'est pas tout à fait sur le même standard de l'ancienne génération. Voilà. J'avais noté Baresi, ça se perd un peu. Ça se perd. Après, j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous êtes d'accord. C'est naturel d'être capitaine. C'est t'as ça dans le sang où tu l'as pas et le coach il doit tout de suite sentir quel joueur à qui il va donner le brassard. Il doit sentir, mais le rôle a un peu évolué aujourd'hui, notamment au niveau des arbitres. Tu as évoqué le côté gardien de but. Aujourd'hui, seul le capitaine est censé parler à l'arbitre. Il y a un peu cette notion de si quelqu'un d'autre parle, il a un carton jaune. Donc maintenant, il faut vraiment quelqu'un qui en impose, tout bêtement. En termes de le capitaine, c'est le premier qui sort du tunnel. Vous savez, quand ils tiennent les petits garçons à l'entrée à la fin d'un match, pour les petits garçons et les petites filles, tout à fait. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui incarne le club, une exemplarité dont tu as parlé tout à l'heure, Yacine. Moi, je trouve que j'y attache encore un peu d'importance à ce genre de truc, l'image, l'exemplarité et le fait. Attaché, on est d'accord là-dessus. Voilà, on parlait des heures. On est obligé de passer au sujet suivant parce qu'on est pris par le temps. On fait un petit tour d'Europe rapide. Moi, je peux tout de suite vous parler de l'Italie avec l'équipe surprise, le Torino, qui est en tête du championnat d'Italie. Naples est pas loin derrière parce qu'un point derrière et je vous annonce, je prends les paris avec qui veut que Naples va gagner le titre. C'est vrai. Voilà. Ah oui, je m'engage. Voilà, Crezza, ce que tu veux. Voilà, Udinese, on a fait un super. Attention, tes propos sont enregistrés. Oui, mais j'assume. Tu peux les ressortir à tout moment. Voilà. Et puis on retrouve un peu, les grosses cylindrées. Hier, on a eu un super match Inter-Milan AC, super derby. Je sais que tu as plein d'infos là-dessus. Ça a rattrapé un peu le jeu.
Juve-Naples, ça dépend de quel. Non, ça dépend comment on regarde Juve-Naples. Voilà, c'est deux prétendants au titre. Donc ça a joué serré, fermé, pas plaisant. Pas, quand tu t'en fous des deux équipes, tu regardes ce match-là, tu t'endors. Mais si t'es concerné, Naples, c'est un match de haut de tableau. C'est pas digne. C'est pas digne de deux équipes qui visent soi-disant le titre. On est en début de saison, tout le monde a peur de tout le monde. Le Marseille-Lyon a mis 3 baffes à Juve-Napoli. Le Marseille-Lyon a mis 3 baffes à Juve-Napoli. Et pourtant, l'OM joue pas le titre. Et pourtant, Napoli et Juve, ça n'a rien à voir avec OM et Lyon. Mais tout simplement, moi j'ai suivi ce match et j'ai perdu 2 heures. Ok. Voilà. T'as pas trouvé d'intérêt. Il n'y a pas eu rien. Il y a rien eu du tout. Voilà. C'est franchement une catastrophe. La Juve qui enchaîne, c'est son 3e 0-0 au début de la saison. Moi j'ai trouvé que les meilleures actions avaient été un peu pour Naples aussi durant ce match, mais il n'y en a pas eu beaucoup non mais c'est un match fermé, j'ai pas dit que c'était un super match, je dis juste que quand tu connais un peu le ballon, tu sais que c'est deux équipes qui jouent le titre, et obligatoirement il y a une chance sur 2 que ça donne un match fermé. On pourra en parler des heures encore, on passe. Tu dois nous parler du championnat de France. Oui, championnat d'Espagne. Le championnat d'Espagne, je pense qu'il est totalement relancé. C'est vraiment un championnat qui nourrit énormément d'intérêt. Peut-être aussi du fait de voir Kylian Mbappé atterrir dans ce championnat-là. Ça a aussi apporté beaucoup de choses positives. Peut-être positive dans le sens où Kylian maintenant est un peu attire les lumières, mais en soi aussi il y a aussi footballistiquement parlant aussi où c'est très intéressant. On voit une équipe du FC Barcelone qui déjà prend un petit peu son envol, et quand on connaît un petit peu et quand on connaît un peu le football, eh bien on peut éventuellement voir que 1 point, 2 points ou 3 points laissés comme ça en avance au Real ou au Barça, c'est souvent le cas de deux équipes, eh bien c'est quand même très décisif parce que ces points-là se retrouveront en fin de saison. Donc voilà, je pense que le Barça montre qu'ils sont présents. Flick fait un travail colossal avec cette équipe. On voit une équipe aussi menée par Carlo Ancelotti qui se cherche, qui n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Avec l'arrivée de Mbappé, on sent que c'est très limité. On va parler, je pense, tout à l'heure d'Henrique et auquel on a parlé en off tout à l'heure. Mais c'est très limité, le Real Madrid. Ils sont plus aussi rassurants. Moi, quand je regarde le Real, ils sont pas rassurants. Et je vais vous faire une petite confidence. J'ai l'impression de regarder, et je dis pas ça parce que Kylian est maintenant au Real Madrid, j'ai l'impression de regarder le PSG de l'année dernière. Côté Real Madrid. Ouais, mais j'ai l'impression, quand je regarde le Real Madrid, je vois le PSG de l'année dernière. C'est-à-dire une équipe qui gagne, mais qui a du mal, qui ronronne, c'est pas Carlo. Et Carlo, on le sent un petit peu mal en point, qui n'arrive pas à trouver un petit peu tout ça. Heureusement qu'il y a des individualités telles que Bellingham, telles que Vinicius qui sont toujours présentes, Rudiger aussi derrière qui est très costaud, un Courtois exceptionnel, Thibaut Courtois, mais à un moment donné on en a déjà discuté, si ton gardien de but c'est ton meilleur joueur, c'est très compliqué. C'est pas bon, hein. Donc je pense encore une fois que le Real peut laisser des plumes cette saison, et le Barça, sans oublier l'Atlético Madrid qui, mine de rien, on n'en parle pas assez, et derrière ils sont en mode feu doux. Ils sont derrière, ils ont abandonné 2 points rapidement sur l'Espagne. Je suis d'accord t'as parlé d'Hendrick, encore un penalty. Alors c'est le penalty du 4-1, donc qui est peut-être moins décisif qu'à l'habitude, mais je l'avais déjà souligné la dernière fois. Un nouveau penalty pour le Real, comme par hasard, et un penalty un peu grotesque avec une faute qui démarre 5 mètres avant la surface. T'as vu la tendance? Je vous coupe parce qu'on pourra en parler des heures. On veut que tu nous parles du championnat d'Angleterre, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute. Avec plaisir, mais je vais faire court. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. Championnat d'Angleterre qui a encore réservé beaucoup de belles choses ce week-end. Il y a un choc Manchester City-Arsenal. C'était mon coup de cœur de la semaine dernière, et malheureusement, à quelques secondes près, ça m'a un peu embêté, l'égalisation de Manchester City. Donc il y a eu 2 partout. Manchester City a ouvert le score par Haaland, qui a au passage inscrit son 100e but en 105 matchs de championnat. Pas qu'en championnat, donc c'est un petit seul Cristiano Ronaldo avait fait ça avec le Real Madrid notamment, 100e but. Arsenal a égalisé, pris l'avantage, et le tournant du match, c'est le carton rouge de Leandro Trossard avant la mi-temps. Une catastrophe arbitrale. On pourra en parler, ça aussi encore plus tard. Un sujet qu'on pourrait évoquer. Et City a égalisé par Stones à la 98e minute, je crois, sur un corner. Donc Arsenal, c'est bien de faire 2-2 à City, c'est un peu rageant parce qu'ils ont vraiment défendu comme des bêtes toute la seconde mi-temps, et pour au final, c'est un peu que de prendre le 2e. Okay. Manchester City reste en tête de la Premier League. À noter juste dans les 5 premiers du championnat, 3 entraîneurs espagnols. Et il y a notamment Enzo Maresca, l'Italien, ancien adjoint de Guardiola,
Et Arteta, ancien adjoint de Guardiola aussi, comme quoi la patte Guardiola, elle se retrouve pas qu'à Manchester City. Merci les garçons, merci, on est obligé d'arrêter là, et c'est toujours trop court 1 heure, mais merci Pierre, merci Yacine. Merci. Je voudrais terminer sur une petite note, j'ai encore un pote qui est parti là-haut, donc Michel, je t'embrasse bien, j'embrasse toute ta famille, et tout le monde là-haut. Restez sur Sud Radio, et à demain pour une nouvelle émission des vraies voix du foot. Voilà, merci à tous.